Vipère au point d'Hervé Bazin. Et la pistoletade. Tu sais, Folcoche, la pistoletade. Moi, je l'ai pistoletée pendant 4 minutes, se vantait Freddy. Pauvre chiffre. Petit prétentieux à paupières faibles. Si quelqu'un t'a pistoletté, c'est bien moi. Je m'en vante. Tu t'en rappelles ? Pardon. Tu te le rappelles ? Tu dis toujours « Je n'aime pas les regards faux. Regardez-moi dans les yeux. Je saurai ce que vous pensez. » Ainsi, tu t'es toi-même prêté à notre jeu. Tu ne pouvais pas ne plus t'y prêter. Et puis, ça ne te déplaît pas, ma tendre mère. Au dîner, en silence, voilà le bon moment. Rien à dire. Tu me ne prendras pas en défaut. J'ai les mains sur la table. Mon dos n'offense pas la chaise. Je suis terriblement correcte. Aucune faille légale dans mon attitude. Je peux te regarder fixement. Folcoche, c'est mon droit. Je te fixe donc, je te fixe éperdument. Je ne fais que cela de te fixer. Et je te parle en moi. Je te parle et tu ne m'entends pas. Je te dis, Folcoche, regarde-moi donc. Folcoche, je te cause. Alors ton regard se lève de dessus tes nouilles à l'eau. Ton regard se lève comme une vipère et se balance, indécis, cherchant l'endroit faible qui n'existe pas. Non, tu ne mordras pas, Folcoche. Les vipères, ça me connaît. Je m'en fous des vipères. Tu as dit toi-même un jour devant moi que, tout enfant, j'en avais étranglé une. Une faute impardonnable de ma belle-mère, sifflais-tu. Un manque inouï de surveillance. Cet enfant a été l'objet d'une grande grâce. Et, ce disant, le ton de ta voix reprochait cette grâce au ciel. Mais ton regard est entré dans le mien, et ton jeu est entré dans mon jeu. Toujours en silence, toujours infiniment correct, comme il convient. Je te provoque avec une grande satisfaction. Je te cause, Folcoche, m'entends-tu ? Oui, tu m'entends. Alors je vais te dire, t'es moche, tu as les cheveux secs, le menton mal foutu, les oreilles trop grandes, t'es moche, ma mère. Et si tu savais comme je t'aime pas ? Je te le dis avec la même sincérité que le va je ne te hais point de Chimène, dont nous étudions en ce moment le cornélien caractère. Moi, je ne t'aime pas. Je pourrais te dire que je te hais, mais ça serait moins fort. Oh, tu peux durcir ton verre de prunelle, ton verre de gris de poison de regard. Moi, je ne baisserai pas les yeux, d'abord parce que ça t'emmerde. Ensuite, parce que Chiff me regarde avec admiration, lui qui sait que je tente de battre le record des 7 minutes 23 secondes que j'ai établi l'autre jour et qu'il est en train de contrôler sans en avoir l'air sur la montre bracelet de ton propre poignet. Je te pistolette à mort aujourd'hui. Ce faux jeton de Cropette me regarde aussi. Il est bon qu'il sache que je ne le crains pas. Il est bon qu'il ait peur, lui, qu'il réfléchisse aux inconvénients auxquels il s'expose. Je commence à bien lui pincer les fesses quand c'est nécessaire, et je serai bientôt assez fort pour lui casser sa sale petite gueule, comme dit petit Jean Barbelivien, qui ne l'aime pas, car personne, même pas toi qui t'en sers, personne vraiment ne l'aime. Tu vois, Folcoche, que j'ai 1000 raisons de tenir le coup, la paupière haute, et ne daignant même pas scier. Tu vois que je suis toujours en face de toi, mon regard tendu vers ta vipère de regard à toi, tendu comme une main, et serrant, serrant tout doucement, serrant jusqu'à ce qu'elle en crève. Hélas, pure illusion d'optique, façon de parler, tu ne crèveras pas, tu siffleras encore, mais ça ne fait rien. Freddy, par de minuscules coups d'ongles sur la table, vient de m'annoncer que j'ai battu le record, que j'ai tenu plus de 8 minutes la pistoletade. 8 minutes, Folcoche. Et je continue. Ah, Folcoche de mon cœur, par les yeux je te crache au nez, je te crache au front, je te crache. Freddy, tu as fini de faire l'imbécile avec tes ongles ? C'est fini. Tu es vaincu. Tu as trouvé le prétexte pour te détourner. Romain Gary, La promesse de l'aube.
Ce fut à 13 ans, je crois, que j'eus pour la première fois le pressentiment de ma vocation. J'étais alors élève de 4e au lycée de Nice et ma mère avait à l'hôtel Negresco une de ses vitrines de couloir où elle exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient. Chaque écharpe, chaque ceinture ou chemisette vendue lui rapportait 10% de commission. Parfois, elle pratiquait une petite hausse illicite des prix et mettait la différence dans sa poche. Toute la journée, elle guettait les clients éventuels, fumant nerveusement d'innombrables gauloises, car notre pain quotidien dépendait alors entièrement de ce commerce incertain. Depuis 13 ans, déjà, seule, sans mari, sans amant, elle luttait ainsi courageusement, afin de gagner chaque mois ce qu'il nous fallait pour vivre, pour payer le beurre, les souliers, le loyer, les vêtements, le beefsteak du midi. Ce beefsteak qu'elle plaçait chaque jour devant moi dans l'assiette, un peu solennellement, comme le signe même de sa victoire sur l'adversité. Je revenais du lycée et m'attablais devant le plat. Ma mère, debout, me regardait manger avec cet air apaisé des chiennes qui allaitent leurs petits. Elle refusait d'y toucher elle-même et m'assurait qu'elle n'aimait que les légumes et que la viande et les graisses lui étaient strictement défendues. Un jour, quittant la table, j'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret. Elle tenait sur ses genoux la poêle à frire où mon beefsteak avait été cuit. Elle en essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain qu'elle mangeait ensuite avidement et, malgré son geste rapide pour dissimuler la poêle sous la serviette, je sus soudain, dans un éclair, toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. Je demeurai là un moment, immobile, pétrifié, regardant avec horreur la poêle mal cachée, sous la serviette et le sourire inquiet. Coupable de ma mère, puis j'éclatai en sanglots et m'enfuis. Au bout de l'avenue Shakespeare, où nous habitions alors, il y avait un remblai presque vertical qui dominait le chemin de fer, et c'est là que je courus me cacher. L'idée de me jeter sous un train et de me dérober ainsi à ma honte et à mon impuissance me passa par la tête, mais, presque aussitôt, une farouche résolution de redresser le monde et de le déposer un jour aux pieds de ma mère, heureux, juste, digne d'elle, enfin, me mordit au cœur d'une brûlure dont mon sang charria le feu jusqu'à la fin. Le visage enfoui dans mes bras, je me laissai aller à ma peine. Mais les larmes, qui me furent souvent si clémentes, ne m'apportèrent cette fois aucune consolation. Un intolérable sentiment de privation, de dévirilisation, presque d'infirmité, s'empara de moi. Au fur et à mesure que je grandissais, ma frustration d'enfant et ma confuse aspiration, loin de s'estomper, grandissaient avec moi et se transformaient peu à peu en un besoin que ni femme ni art ne devaient plus jamais suffire à apaiser.